Les sous-programmes. Alors, les sous-programmes, on désigne ça par le principe de modularité. Donc vous retrouvez le mot module. Nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser l'un ou l'autre module préexistant. L'idée, c'est de pouvoir créer soi-même ses propres modules avec ce que j'appelle des fonctions. Ça, c'est un mot-clé, mais j'ai rajouté aussi le terme de procédure, qui est un ancien terme qui n'est peut-être plus utilisé actuellement, mais qui va nous permettre de pouvoir faire la différence entre deux types de fonctions bien spécifiques. Alors l'idée des modules que l'on va créer, c'est de faire ce qu'on appelle des définitions de fonctions, donc de créer un sous-programme qui permet de pouvoir faire des boucles qui sont justement assez volumineuses. Bon, pour les exemples que nous allons utiliser des petits programmes, pas besoin de faire des sous-programmes de 15 pages. L'idée, c'est de pouvoir illustrer l'idée du fonctionnement. Alors, une fonction, ça possède quoi? Il faut lui donner un nom et des arguments. En fait, l'idée, c'est de faire, si je prends le terme de fonction mathématique, vous avez y égale f de x. L'idée, c'est que f porte un nom, x sera l'argument. Et quand on aura fait les différents calculs via une séquence d'instructions, eh bien, on pourra retourner la valeur de y dans le programme principal. Alors, ce que j'appelle procédure, c'est à peu près la même chose que la fonction, c'est-à-dire que là aussi, on va lui donner des noms avec un argument. Il y aura aussi des instructions, mais il n'y a aucune valeur à retourner. Ce que nous allons faire, par exemple, c'est demander d'écrire, donc ce que j'ai appelé printer, plusieurs choses. Et puisque il n'y a pas de calcul à faire à ce moment-là, il n'y a aucune valeur à retourner. Voyons donc un peu ces fameuses définitions de fonctions. Alors, dans Python, c'est pas le seul langage de programmation qui fait ça, les sous-programmes, les définitions de fonctions sont toujours au début. Tandis que, traditionnellement, le LDA, les sous-programmes sont écrits à la fin, peu importe. L'ordre, l'idée c'est de bien comprendre comment cela fonctionne. Alors voilà. Voyez que j'ai mis à gauche une fonction, à droite une procédure, on va voir un petit peu la différence. L'idée ici de ce petit programme, c'est tout simplement de faire un calcul très simple, un calcul de moyenne. Donc, mon petit sous-programme, c'est d'avoir deux valeurs A et B, et pour connaître la moyenne, on fait la somme des deux valeurs divisées par 2. Voilà. Et je retourne M, ça veut dire que M va être renvoyé dans le programme principal qui se trouve donc ici en dessous. Alors, A et B, je ne connais pas encore les valeurs. Ce que je vais introduire dans Python, c'est la valeur de x, qui est donc un réel, la valeur de y, qui est aussi un réel, et puis ensuite, je vais calculer z, qui sera égal à la moyenne de ces deux nombres. Et vous voyez, la moyenne, c'est le nom de la fonction qui est là. Donc, quand je fais moyenne de x et y, il sait que les valeurs de x et y vont être injectées dans A et B, il va faire le calcul, et après, il va me retourner la valeur de m dans z. Donc voilà comment ça fonctionne, et après, on demande d'imprimer ce que vaut la moyenne de ces deux nombres. La procédure, donc vous avez dit que l'idée, ce n'est pas de faire des calculs, bien rien ne m'empêche de faire des calculs à l'intérieur, mais surtout, vous n'avez pas de return. Il n'y a pas quelque chose à faire comme calcul et de valeur envoyée. Vous voyez que quand je fais coucou Julie, l'idée c'est qu'il écrit bonjour Julie, comment allez-vous? Et là, il va faire une ligne vide. Et puis, il recommence avec Alfred. Et je voyais que plutôt que d'écrire ce petit programme 3 fois, il me suffit de faire une définition de fonction coucou avec le paramètre nom. Le nom, je le mets à chaque fois ici, et il va alors à ce moment-là pouvoir le placer. Alors avant de poursuivre, il faut que je fasse une petite remarque concernant ce qu'on appelle les variables locales et les variables globales. Voilà, ici, notez ici.
Les variables globales, ce sont en réalité les variables qu'on a toujours utilisées, ce sont les variables qui se situent dans le programme principal. Tandis que les variables locales se situent à l'intérieur des fonctions qui ont été créées, fonctions ou procédures. Alors qu'est-ce qui change entre global et local? Eh bien, c'est que les variables globales dans le programme principal vont toujours être conservées du début jusqu'à la fin. Si vous demandez, si vous allez plus loin dans le programme, si vous demandez d'écrire la valeur de x, il va pouvoir le faire. Par contre, les valeurs locales, elles de son côté, elles n'existent uniquement que le temps que la petite fonction tourne, fonction procédure, ce qui fait que une fois que le petit calcul a été fait ici à l'intérieur de la fonction, eh bien les valeurs de a et les valeurs de b disparaissent, elles ne sont plus conservées en mémoire. Donc ça veut dire que après il est absolument impossible pour vous de commencer à demander d'écrire la valeur de a ou de b. L'ordinateur sera totalement incapable de pouvoir le faire. Alors voilà un bel exemple concernant l'utilisation d'un sous-programme. Lors d'une leçon précédente, nous avons eu l'occasion de voir comment on pouvait créer un petit programme qui concerne la notion de factoriel. Hein, bon, on avait fait le petit programme factoriel de x. Hein, bon, ici vous avez dans l'analyse combinatoire, vous avez la combinaison de k objets pris parmi n et la formule est donc celle-ci et vous voyez qu'il y a 1 factoriel, 2 factoriel, 3 calculs de factoriel. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus simple? C'est de prendre la petite fonction de factoriel qui avait déjà été créée préalablement, d'en faire un sous-programme et ensuite d'appeler les valeurs calculées 3 fois lorsque on fait le factoriel de n, le factoriel de k et le factoriel de n-k. Bon, on va regarder ce que la donne ici au niveau du programme. Je passe le LDA, ce qui m'a intéressé surtout c'est ce qu'il y a ceci. Alors, tout ce qu'on trouve ici est en réalité le programme qui avait déjà été présenté lors de la leçon précédente. Donc, comment est-ce qu'on faisait le calcul de factoriel. Et l'idée, c'est de faire le factoriel d'une valeur, d'une variable plutôt grand X, qui alors à ce moment-là aura été proposée ici dans le programme principal une fois, 2 fois et 3 fois. 3 fois, on demande de faire ce petit programme dont on va à chaque fois retourner la valeur. On va retourner la valeur FCT dans cette partie-ci lorsque on aura injecté n dans x. Même chose, FCT va alors à ce moment-là être retourné dans le factoriel de dessous lorsque k aura été mis dans x. Et enfin, la même chose ici, cette valeur-ci injectée dans x va permettre de pouvoir retourner la valeur de factoriel. Et ce calcul, en une seule fois, permet de pouvoir utiliser 3 fois le sous-programme et on demande alors à ce moment-là le résultat de la combinaison. Alors il y a encore une autre possibilité qui peut être très intéressante, c'est non seulement de créer un sous-programme, mais de carrément créer un module. Il suffit de faire une définition de fonction dans un fichier à part, que j'ai appelé ici factoriel.py. Donc quand vous avez ce petit programme qui se trouve à l'extérieur, eh bien dans un autre programme, donc ce qui pourrait devenir le programme principal, vous voulez faire le calcul de combinaison.py, vous savez qu'il existe un programme factoriel.py qui possède déjà la fonctionnalité du calcul de la factorielle, eh bien vous pouvez utiliser donc le même programme qui a été vu à la diapo précédente et vous pouvez alors à ce moment-là utiliser factoriel en important comme s'il s'agissait d'un module. En fait, c'est un peu le cas. L'idée, c'est d'utiliser le fichier factoriel
comme module. Hein, vous connaissez from math import tout ce que vous voulez. Et ici, from factorial import également tout ce que vous voulez. Ce qui implique que la petite étoile là dit qu'on peut alors à ce moment-là faire appel à toutes les fonctions qui sont placées dans factoriel. Donc vous avez une fonction, vous pouvez en placer 10 si vous avez envie. Ça n'a aucune importance. Hein, à ce moment-là, il va toutes les importer et vous pouvez à ce moment-là toutes les utiliser. À condition, bien entendu, de connaître à chaque fois le nom de chacune des fonctions. Alors passons à un petit peu d'algorithmique. Vous avez ce qu'on appelle la méthode de dichotomie. L'idée est la suivante, c'est d'avoir un intervalle A, B. Donc vous verrez plus tard que je vais considérer que A est d'office plus petit que B, hein, pour ne pas alourdir le programme. Et à partir de là, ce que je veux faire, c'est trouver le résultat d'un zéro d'une fonction. Voyons un petit peu directement comment cela fonctionne. Donc voilà la petite théorie, mais ce sera plus simple de l'illustrer comme ceci. Vous avez une valeur A et une valeur B. L'idée, c'est de trouver cette valeur-ci. Vous avez une fonction, hein, une fonction mathématique cette fois-ci, qui est en train de couper l'axe des x ici. C'est ce qu'on appelle le zéro d'une fonction. Alors, l'idée est la suivante, c'est de dire, bon, je connais la valeur de A, je connais la valeur de B. Pour ce qui concerne x, en fait, x, c'est la moitié de cet intervalle. Donc, on retrouve alors à ce moment-là la même formule de moyenne que j'ai utilisée depuis le début. Alors, remarquez ceci. Si je regarde à chaque fois f de A, f de x et f de B, je vois que f de A est négatif, f de B est positif. Donc déjà, rien qu'en prenant ça, si je fais f de A fois f de B, eh bien, quelque chose de négatif fois quelque chose de positif, ça va donner quelque chose de négatif. C'est la condition initiale qui permet de pouvoir dire qu'il peut y avoir un zéro. Si vous aviez deux valeurs positives, eh bien, il était impossible de pouvoir avoir la certitude qu'il y ait bien une coupure quelque part sur l'axe des x. Et c'est exactement ce procédé-là qui va être utilisé. Si je prends x comme étant la valeur centrale, la valeur du milieu de A et de B, je regarde f de x. Si je fais f de A fois f de x, ben je vois que j'ai quelque chose de négatif fois quelque chose de positif. Donc j'ai la certitude que ma courbe, elle coupe l'axe des x quelque part dans cet intervalle qui se trouve à gauche. Par contre, f de x fois f de b est positif. Eh bien, je sais qu'ici, normalement, il n'y a normalement rien. Même chose ici. Dans ce cas-là, on a le contraire. On regarde f de a et f de x. On voit qu'on a quelque chose de positif fois quelque chose de positif. Ça veut dire qu'ici, il n'y aurait rien. Et ici, on a f de x qui est positif, f de b qui est négatif. Positif fois négatif, ça fait négatif. Donc, on sait que la courbe coupe ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait que le bon intervalle, c'est AX, eh bien, X va devenir B. C'est-à-dire que le B, il va passer là. Tandis que ici, on voit que le bon intervalle, c'est XB. Donc ça veut dire que X va prendre la valeur de A. Et on recommence un maximum de fois jusqu'à un certain moment donné, une valeur qui est considérée comme étant le plus petit possible. Voyons un petit peu ce que cela donne. Alors, ici, je me suis permis d'illustrer la fonction via Python. C'est juste pour vous montrer qu'avec Python, il y a moyen de pouvoir également dessiner des graphiques, des fonctions. Mais passons directement donc au programme qui nous intéresse. Donc voilà, vous voyez que j'ai défini une fonction cubique qui reprend donc la fonction calculée, la fonction qu'on doit calculer avec la valeur qu'on doit retourner.
Alors, Eps ici pour epsilon, c'est la fameuse valeur petite que je considère. J'ai pris un 10 exposant moins 12, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Alors ici, j'introduis A et B, en considérant que A et B, A est plus petit que B, et ce sont deux flottants, de réels. Et je commence par faire un premier test, à savoir si je fais la fonction de A fois la fonction de B. Si c'est positif, ben alors à ce moment-là, on n'est pas certain de trouver un 0, donc on laisse tomber directement. Sinon, ça veut dire qu'on a affaire au cas où c'est négatif. On peut alors à ce moment-là rechercher d'abord la valeur moyenne, la valeur centrale entre A et B, tester pour voir si c'est inférieur ou égal à 0. Si ça marche, eh bien alors à ce moment-là, la valeur centrale va être mise dans B. Sinon, la valeur centrale, ce sera A. Et on recommence jusqu'au moment où on a cette valeur qui soit le plus petit possible. Alors si on regarde les résultats, eh bien, on voit que si on met A qui vaut 1 et B qui vaut 3, eh bien, il trouve la valeur 2. Si on met 0 et 1, bah, la valeur est proche de 0. Et si on regarde entre 1 et 1,5, bah, là, il n'a pas la possibilité de pouvoir trouver de valeur. On va pouvoir le revérifier par la suite. Alors vous avez la méthode de Newton qui utilise le principe des dérivées. Encore une fois, bon, l'idée, ce ne sera pas de commencer à s'intéresser au calcul différentiel et intégral. Bon, soit vous l'avez vu, tant mieux, vous pouvez calculer les dérivées, ce sera plus facile pour vous pour pouvoir créer des programmes en Python. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Bon, l'idée sera de vous donner le résultat de la fonction dérivée et ensuite, bon, de faire le calcul qui est vraiment demandé, c'est en fait ce que j'appelle la méthode de Newton. Alors, sans rentrer trop dans les détails de quoi il s'agit quand on fait le calcul d'une dérivée, eh bien, moi ce qui m'intéresse, c'est de rechercher la tangente en un point d'une fonction. Donc vous avez une fonction, je prends deux points, a et x. Alors avec a, je trouve f de a, avec x, je trouve f de x. J'ai un petit intervalle ici entre a et x qui est noté soit delta x ou bien dans la littérature on le trouve souvent avec la lettre h. Et l'idée c'est de faire tendre x vers a, c'est-à-dire qu'on l'approche. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous avez le point ici de la courbe qui a comme coordonnée a f de a. Vous avez le deuxième point ici qui a comme coordonnée x f de x. Si j'approche x de a, eh bien f de x va toucher, va s'approcher, va tendre vers f de a aussi. C'est-à-dire que bon, que par ces deux points, je peux faire passer une droite. Et si ce point-là se rapproche de plus en plus de ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais trouver une tangente dont la formule est donnée ici. Donc vous avez la formule de la tangente d'une courbe, d'une fonction, qui est donnée par y moins f de a est égal à f' de a, x moins a. Bon, pourquoi est-ce que je veux me servir de cela? L'idée c'est de toujours rechercher le zéro d'une fonction. Ça veut dire que je veux trouver la valeur de x si y vaut 0. Donc, en faisant le petit calcul, ça c'est égal à 0, j'obtiens ça. Je cherche la valeur de x, j'obtiens ceci. Voilà. Tout ça pour ça, c'est cette formule-là qui m'intéresse pour utiliser la méthode de Newton pour faire le calcul du zéro d'une fonction. Donc là, la formule qu'il faut connaître, c'est x est égal à a moins f de a divisé par f' de a. C'est ça qui est utilisé. Donc, a, c'est la valeur qui va être introduite. F de a, ça va être une fonction, donc qui va être définie. F' de a, ça va être une autre fonction qui va être également définie. Et ensuite, bon, il va calculer x. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat en réalité?
Voilà, vous avez votre courbe. Et puis vous avez le point A que vous avez choisi un peu arbitrairement. Par ce point-là, eh bien, passe une tangente. Eh bien, la valeur qui est trouvée ici, x, correspond en réalité au calcul qui est là. Le x permet justement de pouvoir essayer de trouver le zéro de la fonction, et en tout cas, c'est le zéro de la tangente. Donc, lorsque on a tracé la tangente, eh bien, la valeur de x, c'est lorsque y justement vaut 0. Et j'ai ce point-là. Une fois que j'ai trouvé ce point-là, je regarde la distance qu'il y a entre x et f de x. Si elle est trop grande, hein, je vais choisir alors à ce moment-là de nouveau une valeur un peu petite. Si cette distance-là est trop grande à mon goût, eh bien je recommence. Je vais donc ici et hop, je retrace une tangente. Voilà, comme ceci, je trouve ce point-là, je remonte. Ah, c'est peut-être encore trop grand et je recommence. Et vous voyez que au fur et à mesure, je vais finir par m'approcher de plus en plus du zéro de la fonction. Alors en Python, voilà ce que ça va donner. Donc l'idée, c'est de dire, tiens, je prends comme exemple la fonction x cube moins 4x, c'est la fonction que j'avais utilisée jusqu'à présent. Alors, il y a 3 zéros sur cette fonction, il y a la valeur moins 2, il y a la valeur 0 et il y a la valeur 2. Donc si je prends la valeur 3, ben, l'idée c'est que en faisant la tangente ici, eh bien, il va s'approcher de la valeur 2. Et il va alors à ce moment-là faire le calcul où en introduisant A, il va commencer par calculer f de A et f' de A qui sont donnés comme fonction définie. Il trouve les deux valeurs, hein, il trouve le x en regardant ce que vaut f de x, est-ce que c'est assez petit ou est-ce que c'est trop grand. Il va recommencer plusieurs fois jusqu'au moment où la distance est tellement minime et il suffit de faire 5 calculs pour finir par tomber sur la valeur de 2. Regardons en Python maintenant, vous voyez que j'ai défini une première fonction, f0 de x, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été dérivée, c'est la fonction principale. Ensuite, vous avez la fonction dérivée qui a été définie, donc vous voyez que il ne s'agit pas pour vous de faire le calcul de la dérivée, il vous les fournit. À chaque fois, il y a une valeur qui est retournée. J'ai le calcul de x via la formule de Python. Alors regardez, cette fonction définie, elle utilise également donc la fonction f0 et la fonction f1. Donc vous pouvez très bien définir des fonctions qui vont être utilisées dans une autre fonction définie elle-même. Et puis alors le petit calcul du programme principal. Une valeur que j'ai définie ici, epsilon, donc la petite hauteur que j'espère valoir au maximum 10 exposant moins 10, donc quelque chose de très petit. Là, il n'y a qu'une seule valeur à introduire, c'est la valeur de A, donc comme ici on a le 3, comme nous avions fait précédemment. Alors, je calcule f de A, ce que vaut cette valeur, et puis l'idée c'est de faire justement la comparaison entre ce qui est calculé avec Newton, donc x, et puis donc f de x. Donc ce sont ces deux valeurs-là. Et de voir bon, la différence de hauteur qu'il y a entre les deux. Alors, la valeur de y, elle de son côté, doit être le plus petit possible. Donc il faut que cette valeur de y soit inférieure ou égale à 1 fois 10 exposant moins 10. Et c'est cela que vérifie ici, c'est cette petite hauteur. Mais alors remarquez qu'il faut absolument que la valeur absolue soit utilisée pour y. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien tomber sur un calcul de x où f de x soit en dessous de l'axe des x. L'idée en réalité, c'est que ce soit la distance qui soit vraiment la plus petite possible et non pas la valeur.
Si vous n'oubliez d'utiliser la valeur absolue, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez au contraire un f de x qui vaut moins 1000, eh bien il est effectivement plus petit que epsilon, et alors à ce moment-là, il va vous donner quelque chose de faux. Après, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est demander d'imprimer, d'écrire la valeur, et puis c'est terminé. Donc vous voyez que les résultats sont assez bons. Si je prends une valeur de 3 pour A, eh bien il finit par trouver un 0 qui vaut 2. Si 4, eh bien il va de nouveau trouver 2. Si je prends 1, il va trouver moins 2. Si je prends 0,1, il va trouver 0. Si je prends la valeur moins 0,5, il va trouver aussi quelque chose qui vaut 0. Si je prends la valeur moins 3,7, il va trouver moins 2. Vous voyez qu'on tombe bien à chaque fois donc sur les différents de 0 de la fonction. Voilà, fin de cette leçon.